Bonjour à tous, bienvenue sur Géopolitique Profonde. Alors aujourd'hui on va parler de l'or pour changer. Qu'est-ce qui s'est passé en avril? Déjà on peut commencer par une banalité, les marchés financiers ignorent totalement les données fondamentales. Les données fondamentales sont évidemment négatives. Là donc on est en pleine euphorie boursière, une euphorie haussière, et c'est uniquement parce que ces marchés financiers se concentrent sur le fait que les économies vont finalement réouvrir après le confinement et qu'on va tous se déconfiner tranquillement. C'est totalement absurde vu que le déconfinement ne va pas se faire sur la même période partout dans le monde et même à l'échelle d'un pays. Tout ça, ça va être fait de manière progressive et ensuite rien ne nous dit qu'il n'y aura pas une deuxième vague, voire une troisième vague d'épidémie. Donc comprenons bien que sur les mois qui arrivent et jusqu'en 2021, rien ne va revenir à la normale. On n'en est qu'au début. Alors qu'est-ce que ça signifie pour l'or ? Eh bien, vu sa montée actuelle, j'ai déjà dit aux abonnés de ma newsletter qu'une consolidation des cours est susceptible d'intervenir dans les prochaines semaines. En fait, vu que les marchés ne s'intéressent pas aux fondamentaux économiques, il faut donc privilégier actuellement une grille de lecture sanitaire en l'état actuel des choses. Donc, une première normalisation, voire une correction des cours, au moins rudimentaire, pourrait intervenir lors du déconfinement mondial, après la première vague de coronavirus. Si la situation sanitaire s'améliore, l'or ne sera peut-être pas nécessaire et sera donc probablement soumis à une pression vendeuse. Si par contre on a une deuxième vague de Covid-19, ce sera une montée en puissance pour l'or. Si les fondamentaux économiques finissent par prendre le dessus, il y aura une chute du marché action, avec une correction pour l'or également. Une fois cette grosse correction intervenue, l'or retournera inévitablement sur ses plus hauts niveaux historiques, voire au-delà. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'on a atteint là aujourd'hui des niveaux techniques qui peuvent persuader certaines personnes de sortir du marché de l'or lors du prochain événement significatif, qu'il soit politique, géopolitique, économique ou sanitaire. Vous savez que les cours de l'or dépendent des ETF, ou plutôt des ETC si on veut être précis, qui sont des fonds d'investissement qui répliquent le cours de l'or. Donc je fais partie de ceux qui pensent que l'or est une fonction anticorrélée du marché action. En gros, si les marchés montent, l'or doit baisser et vice-versa. Ce n'est pas ce qui s'est passé tout au long de 2019 et ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Donc je pense que les fondamentaux vont revenir prochainement et qu'il y aura une corrélation négative entre les actions et l'or. Comme je l'ai dit, pour l'instant, ce n'est pas du tout le cas. Lorsque les marchés financiers comprendront et commenceront à évaluer la totalité des dommages économiques révélés par le coronavirus et les conséquences économiques du confinement, et lorsqu'on se rendra compte que la nécessité de plans de sauvetage beaucoup plus importants devront être mis à l'œuvre, là, à moyen long terme, évidemment, les fondamentaux pour l'or et pour l'argent sont excellents pour une percée, et c'est une bonne nouvelle pour ceux qui investissent dans les métaux. L'or suit de près le ratio dette sur PIB, donc c'est un ratio qui permet de comparer la dette totale d'un pays à son PIB, à son produit intérieur brut. Donc là, le pourcentage qu'on obtient en divisant le PIB total d'un pays par sa dette totale, ça nous donne la capacité du pays tout simplement à rembourser ses prêts. Plus le pourcentage est élevé, plus le risque qu'un pays ne soit pas en mesure de payer les intérêts de sa dette et sa dette est élevé, la probabilité qu'un pays fasse défaut est aussi corrélée à ce ratio dette-PIB. Plus le ratio est élevé, plus on a de chances que le pays fasse défaut sur sa dette. Donc en France, on a dépassé par exemple les 100% de dette sur PIB. Donc je parle de ça parce que on remarque que l'or réagit quand le ratio de la dette sur PIB augmente, que ce soit en raison d'ailleurs d'une baisse du PIB dû à une récession par exemple, ou que ce soit dû à l'émission d'obligations, c'est-à-dire des emprunts d'État, et donc c'est-à-dire de la dette. Donc l'or réagit quand le ratio dette-PIB augmente. Sur ce graphique, on voit la dette publique totale des États-Unis en pourcentage du PIB, donc ça c'est en bleu, et en rouge on peut voir le cours de l'or tout simplement, coté en dollars au LBMA. Donc on voit une corrélation positive assez faible quand même, mais une corrélation particulièrement, regardez les chiffres en 2008, ça peut être intéressant de voir ce qui se passe et ça peut être intéressant pour savoir comment anticiper la suite si par exemple le ratio dette-PIB commence à réaugmenter comme c'est le cas vu que les politiques de quantitative easing vont forcément faire exploser la dette. Donc c'est surtout en 2008 là que les courbes sont intéressantes. On voit également sur le graphique suivant que le ratio de la dette au PIB sur la même période augmente forcément vu qu'il y a eu le début des QE en 2008. Et enfin, sur ce dernier graphique, on voit bien les cours de l'or depuis 1975, donc encore là. Il faut regarder en 2008, voilà jusqu'à 2010, 2013 et quelques. Donc on a eu plusieurs quantitative easing, 3 de mémoire. Et donc, une fois que ces politiques d'assouplissement monétaire
se sont terminées, l'or a rediminué, pourrait augmenter encore à partir de 2018 pour arriver au niveau qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a plusieurs raisons de s'attendre à ce que cette surperformance relative ne fasse que commencer. Pour l'or, je parle. En général, il y a des moments où il faut posséder plus d'or que des actions et des moments où il faut posséder plus d'actions que d'or. Il n'y aurait pas en tout cas vraiment de moments où il est logique de posséder les deux, en tout cas sur les mêmes proportions, dans les mêmes proportions. Donc là, je vous renvoie à un article disponible sur mon site que j'ai rédigé pour la revue Or et Argent. Donc si les prix de l'or ont tendance à augmenter lorsque le déficit budgétaire en pourcentage du PIB augmente aussi, vous comprenez que les fondamentaux de l'or, c'est tout simplement que son cours explose littéralement à la hausse avec toutes les politiques de planche à billets mises en place dans tous les pays du monde. Enfin, dans tous les grands pays du monde, que ce soit la Banque du Japon, la Banque d'Angleterre, les États-Unis, la BCE, etc. Tous les pays du monde mettent en place des politiques de planche à billets pour soutenir leur économie face à la pandémie de coronavirus. Quels sont les fondamentaux de l'or derrière ? C'est logique que l'or puisse augmenter, avec évidemment des variations à court terme, mais en tout cas, l'or ne peut qu'exploser, et c'est encore un argument qui le laisse penser. Donc sur ce graphique, avec une petite restriction temporelle qui est un peu plus précis, donc, on voit les prix de l'or en bleu et les prix du ratio, tout simplement, du déficit sur PIB en pointillé et en rouge. On voit qu'une corrélation, en tout cas, assez significative. Donc voilà, tout ça pour dire que ces deux indicateurs ensemble, c'est encore un élément convaincant supplémentaire pour allouer une partie importante de mon portefeuille d'investissement à l'or en ce moment, qu'il soit physique ou boursier. Dans le portefeuille alternatif, qui est mon programme de portefeuille global et cohérent, nous avons évidemment une bonne partie d'or et d'argent métal physique, mais également des ETC, des ETF, des actions minières à venir, qui peuvent faire pleinement partie de ce qu'on pourrait appeler en fait un gold portfolio, autrement dit, une grosse partie du portefeuille dédiée aux métaux et à ses dérivés pour profiter de l'effet de levier de la montée en puissance de l'or. Donc évidemment, on ne mise pas que sur ça, mais c'est quand même l'ossature des investissements que je propose. Au niveau des prévisions, on en a pas mal des positives, comme toujours. Donc un nouvel appel haussier a été émis par la société bancaire TD Securities qui vise 1900 $ l'once d'or dans les 3 prochains mois. Donc là, ça va très vite pour eux. Ensuite, on a la banque privée suisse Union bancaire privée, UBP, qui dit qu'il y a une opportunité pour l'or dans les portefeuilles en cette période d'injection monétaire sans précédent. Donc ça rebondit sur ce que j'ai dit précédemment. Cette société voit d'ailleurs l'or essayer de dépasser son record historique à 1920 $ l'once dans un avenir proche, sans plus de détails. Intéressant là, selon le boss de Newmont, donc c'est le premier mineur mondial de métaux précieux, donc c'est un groupe américain bien sûr, l'or pourrait dépasser carrément les 2000 $ l'once, donc ce serait peut-être temporaire, mais en tout cas l'or devrait rester à un niveau assez élevé au cours des 5 prochaines années selon le numéro 1 de ce groupe. On a un rapport qui est sorti de la Bank of America qui s'appelle « La Fed ne peut pas imprimer de l'or ». Dans ce rapport, il est dit que l'objectif de la banque est que le cours de l'or atteigne les 3000 $ l'once d'ici 18 mois. Précédemment, la banque avait établi un objectif à 2000 $, donc elle a monté drastiquement son curseur. On a Charlie Morris du fonds d'investissement Atlantic House qui voit l'or aller jusqu'à 7345 $ l'once d'ici 2030. Donc là, c'est un peu trop précis. Il dit notamment que cette nouvelle décennie, celle que nous commençons, ressemblera davantage à l'inflation des années 70 qu'à la déflation du début des années 2000. Donc vous êtes habitué à toutes ces prévisions un peu débiles, je vous en ai déjà transmis des dizaines et des dizaines, c'est impossible à anticiper, tout simplement, surtout de manière aussi précise, limite ils mettent des décimales, donc c'est un peu n'importe quoi. Bref, à un moment où les taux glisseront en négatif, il y aura inévitablement des positions très optimistes dans leur physique, c'est ça qu'il faut retenir, et les actions or, que ce soit les ETF miniers, que ce soit les ETC qui suivent le cours de l'or, ils vont être investis. Tout simplement, vu que l'or va augmenter, les investisseurs vont porter un intérêt de plus en plus important vers ces investissements, vu qu'il y aura du rendement. Par rapport sûrement à d'autres actifs qui en auront moins, l'or va prendre du potentiel, et non plus en tant que valeur refuge, mais comme vrai actif avec du rendement. Donc il est fort probable que l'or augmente encore plus, vu que plus de personnes vont commencer à investir dessus. Donc voilà, vous comprenez l'idée, c'est pas parce que je diffuse toutes ces prévisions que j'y crois. Bien malin est celui qui arrive à faire une prévision précise à plus de 3 mois aujourd'hui, franchement, qui m'explique comment ils font, vu qu'on ne sait pas ce qui va se passer du tout avec le Covid-19. Donc je suggère de ne pas trop prêter attention à ces prévisions en général, même en période normale d'ailleurs, surtout quand elles sont trop précises. Donc restons sur les fondamentaux pour savoir comment se positionner sur le moyen et long terme, et c'est déjà pas mal.
Tout le reste, ce ne sont que des hypothèses de travail, donc c'est toujours intéressant, c'est pour ça que je les diffuse. C'est toujours intéressant de les connaître. Peut-être que l'or n'atteindra pas 2000 $ cette année, on n'en sait rien. Ça dépendra en fait essentiellement des décisions de nos dirigeants, qui, vous le savez, sont d'une compétence rare. Bien habile celui qui arrivera à savoir ce que vont faire les dirigeants du monde, les dirigeants de notre pays. Donc pour l'instant, on reste prudent. Je rappelle rapidement les fondamentaux de l'or, ce sont des taux directeurs bas, les taux d'intérêt des banques centrales. Ce sont des cracks boursiers tout simplement, des mauvaises nouvelles économiques, surtout américaines. Dès qu'il y a des mauvaises nouvelles économiques américaines, eh bien les prix de l'or ont tendance à augmenter, en général. Pareil, en général, c'est pas toujours vrai quand on a un dollar américain fort, les prix de l'or ont tendance à baisser. C'est pas toujours vrai, c'est d'ailleurs le cas aujourd'hui. Vu que le dollar sert également de valeur refuge via les bons du trésor américain, eh bien l'or et le dollar américain peuvent progresser également ensemble lors d'un crack. Les fondamentaux de l'or, c'est également les manipulations de marché par les grands acteurs, vu que le cours de l'or dépend fortement de ce que font les acteurs financiers avec les ETC, ETF sur l'or. Et enfin, évidemment, les fondamentaux de l'or, eh bien, c'est l'offre et la demande tout simplement. Vous connaissez l'état de la demande, elle est énorme, et l'état de l'offre, évidemment, nous sommes en situation de pénurie. Donc là, la demande est extrêmement forte alors qu'il y a une vraie pénurie sur les métaux précieux et notamment les métaux précieux physiques. Donc c'est à cause de ça qu'on a des primes assez élevées sur l'or et encore plus sur l'argent. Donc aujourd'hui, il est désormais très difficile d'obtenir de l'or et de l'argent en grande quantité, et pour l'argent, c'est la quasi-pénurie. Vu que la disponibilité physique est très faible, eh bien la demande sur le marché boursier va finir par être impactée et va se retrouver sous pression. En cas de crack énorme, donc c'est le pire scénario, les investisseurs qui ont acheté des contrats à terme sur l'or et sur l'argent demanderont la livraison physique, ce qui ne sera pas possible. C'est un peu comme si tout le monde essayait de retirer ses billets à la banque et en même temps, ça ne marche pas. Le Financial Times soutient que les fermetures des chaînes d'approvisionnement causées par le coronavirus ont entraîné des perturbations sans précédent sur le marché de l'or. En fait, les commerçants craignent de ne pas pouvoir se procurer suffisamment de lingots pour régler les contrats à terme négociés au COMEX à New York. Donc je traduis, les marchés de l'or et de l'argent censés être les plus liquides au monde, donc la LBMA à Londres et le COMEX à New York, commencent à paniquer et à demander des livraisons de métaux physiques. C'est ce qui s'est passé toutes ces dernières semaines, parce que contrairement à ce qu'ils affirment toujours et tout le temps, ils échangent beaucoup plus de devises que de métaux, c'est aussi simple que ça. Donc je rappelle quand même que la plupart des banques centrales détiennent de l'or auprès de la Banque d'Angleterre et auprès de la Réserve fédérale des États-Unis. Une grande partie de cet or est soit vendu à découvert, soit prêté sur le marché. Là, je vous renvoie à mon livre Géopolitique de l'or si vous voulez plus de détails. C'est pour ça que quand une banque centrale veut récupérer son or, les délais sont assez longs, tout simplement parce que l'or n'est ni à Londres ni à New York. Donc le risque de contrepartie, c'est-à-dire l'impossibilité de livraison physique, est bien réel. À un moment donné, le marché réalisera qu'il y a une grave pénurie d'or physique sur le marché interbancaire, et à ce moment-là, ce sera la panique et le prix de l'or pourra monter en flèche. Dans le même temps, les détenteurs d'or papier et d'or boursier sur le marché à terme pourront demander également la livraison. Et là, je ne vous raconte pas la pression sur le marché de l'or. Donc j'ai traité en plus dans la revue d'avril de l'impact du Covid-19 sur les mines aurifères et argentifères. Je ne vous dis pas la situation, donc là je vous y renvoie pour bien comprendre ce qu'il se passe au niveau de la production même. Beaucoup de mines ont fermé, et ça peut prendre des mois à se relancer à pleine capacité. Donc il y a des problèmes dans la production, il y a des problèmes d'approvisionnement, et en plus, le resserrement va s'aggraver, vu que la monnaie américaine a annoncé qu'elle arrêtait sa production d'or et d'argent à son installation dans le comté d'Orange à New York, tout simplement parce qu'il y avait trop de cas de Covid-19. Ils ont été obligés de fermer. Donc là, selon la Commerce Bank, cette situation pourrait entraîner une réelle pénurie d'approvisionnement, en particulier pour les pièces d'or. Donc ça, j'en avais déjà un peu parlé des pénuries de pièces américaines, notamment la Silver Eagle. Apparemment, c'est pas parti pour s'arranger. Fin mars, le coût d'une pièce d'une once d'American Eagle à la monnaie américaine était à 2075 $, donc totalement décorrélé du cours de l'or. À côté de ça, on a le personnel de la monnaie royale canadienne qui a été réduit à cause du coronavirus. Déjà qu'ils avaient des problèmes d'approvisionnement, enfin des problèmes plutôt de livraison pour leurs clients, bien là l'institution a déclaré avoir reçu des niveaux de demande sans précédent, notamment des banques et des courtiers américains. Donc c'était vraiment des gros clients qui ne peuvent pas livrer. Donc là on n'est pas sur des pièces d'une once ou sur des lingotins, d'accord ? On est sur des gros lingots d'or et d'argent pour fournir les marchés financiers tout simplement. En Europe c'est pareil, les plus grandes raffineries se situent dans la région suisse du Tessin, donc c'est près de la frontière italienne. La Suisse c'est la plaque tournante du raffinage des métaux précieux dans le monde entier. 70% des lingots d'or y sont produits. Donc dans cette région du Tessin il y a 3 raffineries sur place qui traitent environ 1500 tonnes d'or tous les ans et un tiers de l'approvisionnement mondial annuel vient de là-bas. Ces raffineries ne produisent pas que de l'or, elles produisent également de l'argent et d'autres métaux précieux. Depuis fin mars, les autorités locales ont temporairement stoppé la production
Et donc là, les délais sont très étendus, la taille des lingots est rationnée. Bref, encore un resserrement de l'offre majeur. Vous vous doutez bien que dans cette situation, les exportations suisses d'or sont tombées au plus bas depuis au moins 2012. Ça se passe depuis février dernier. Donc cette pénurie d'approvisionnement, ça touche le monde entier bien sûr, j'en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes, donc je vous y renvoie, aux États-Unis, en Allemagne, en France, etc. C'est pareil partout. Même Israël a rejoint la ruée vers l'or mondiale, donc les vendeurs sur place ne peuvent plus répondre à la demande. Donc la principale entreprise de distributeur de métaux précieux, c'est The Israel Coins and Medals Corporation. Ils ont annoncé qu'ils étaient en rupture de stock pour la première fois depuis leur création en 1958. Donc arrêtez de dire que les juifs font tout l'or du monde, les gars, c'est pas vrai. À Singapour, c'est pareil, c'est une place assez connue dans le monde de l'or. On a une énorme pénurie d'or physique, avec un nombre record de commandes, un record de chiffre d'affaires évidemment, etc., etc. Autre info incroyable que j'ai vu passer, c'est la banque néerlandaise ABN AMRO. Alors là, ils ont environ 2000 clients qui ont des comptes de métaux précieux, or, argent ou platine. Eh bien la banque les a obligés à vendre tous leurs métaux avant avril, tous les métaux qu'ils avaient stockés à la banque chez eux. Sinon, s'ils ne les vendaient pas avant avril, eh bien la banque les vendait pour eux. Donc ça veut tout simplement dire que la banque en question a des problèmes de liquidité et que ses clients qui ont acheté des certificats or ou que sais-je, ils pensaient qu'ils détenaient des métaux physiques dans la banque probablement, mais en fait il ne s'agissait que de contrats papier uniquement. Et c'est pour ça que la banque les a obligés à vendre ces contrats papier parce que tout simplement elle ne pouvait pas leur livrer un métal derrière. Donc ça c'était pour ceux qui croyaient encore aux banques, ça existe encore, hein, je vous assure. Et pour ne rien arranger, à côté de ça, on a la demande de bijoux en or chinois et indien qui a totalement chuté à cause du confinement. Donc je reviendrai en détail sur les manipulations de marché dans les prochaines revues stratégiques que vous trouverez en description. Je vais faire un gros dossier notamment sur la pénurie d'or et d'argent et la décorrélation entre or boursier et l'or physique. Et pour finir sur l'or, petit élément intéressant, selon les autorités turques, environ 3500 tonnes d'or sont détenues par les particuliers. Donc c'est une tradition aussi chez eux de garder de l'or de manière informelle en cas de problème. Donc là, le PDG de la raffinerie d'or d'Istanbul a déclaré qu'il travaille sur de nouveaux projets avec les banques et le gouvernement pour pousser les particuliers à conserver leurs économies d'or dans les banques. Donc en fait, ils cherchent à remettre en circulation cette quantité d'or qui dort sous les oreillers pour pouvoir apporter peut-être un peu d'air aux problèmes financiers du pays. Donc ça me fait penser que j'entends encore cet argument de confiscation de l'or comme aux États-Unis sous Roosevelt. Je vois ça partout dans les commentaires. Je rappelle quand même que les Français sont un des peuples les moins gouvernables au monde, malgré les bobos, malgré le politiquement correct, malgré ce que vous voulez. Donc personne ne va venir nous prendre nos métaux précieux. Aucun policier ne va débarquer chez vous, récupérer votre or. Et l'État ne va pas faire passer des lois ou un décret pour réquisitionner vos biens et vous mettre en prison le cas échéant. Ce serait très difficile à justifier juridiquement, tant du point de vue français que du point de vue du droit européen, et c'est absolument inacceptable pour tout le monde. Par contre, effectivement, une fiscalité pourrait être glissée en douce. Ça pourrait être mis en place soit pour pousser les particuliers à vendre leur or, soit pour les contraindre à payer une taxe, et là ce serait plus logique. N'oubliez pas que l'or n'est pas déclarable. Certes, il y a des traces financières, mais si vous achetez de l'or en dehors des frontières, il existe toujours des solutions, c'est tout à fait légal, donc il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Dans tous les cas, c'est pas l'or qui va être taxé d'abord, ça va être d'abord l'immobilier et l'assurance vie. C'est là où sont les sous des Français, et vous pouvez être sûr de voir tomber de nouveaux impôts dessus, pour payer la nouvelle dette du coronavirus. Et évidemment, on dira que c'est pour la bonne cause. On peut passer quand même à quelques actus générales pour finir. On a les Russes qui retirent leur argent en billets massivement, selon un rapport de Bloomberg. Les banques centrales russes signalent que il y a environ 13 milliards d'euros, donc 1 billion de roubles, ont été retirés des banques et des distributeurs automatiques de billets, et ça s'est passé en mars. Donc un petit bank run en Russie, on n'en a pas trop entendu parler, je crois. Ça méritait d'être souligné, il me semble. On a Goldman Sachs qui dit que l'impact économique mondial de la crise du coronavirus sera bien pire que la crise financière à court terme. Donc aux États-Unis, là, l'activité au deuxième trimestre va probablement baisser de 35% et le chômage pourrait atteindre 15%. Cependant, la banque dit que la reprise au second semestre pourrait être plus forte que tout ce qu'a vu les États-Unis jusque-là. Donc ils sont assez optimistes pour la fin 2020. On n'oublie pas à côté que le bilan de la Fed a franchi les 5000 milliards de dollars pour la première fois dans son histoire, tout un symbole. On a le Royaume-Uni qui quadruple son plan d'émission de dette, rien que ça. On a la Banque du Japon qui, après la BCE et la Fed, évidemment, se prépare à abandonner ses limites de rachat d'actifs. Elle avait quand même fixé des limites, ça m'étonne déjà. Mais là, voilà, c'est officiel, ça va remplacer ces limites par un quantitative easing, par de la planche à billets illimitée, exactement comme ce que la Fed a proposé il y a un mois.
L'Allemagne, elle, se prépare à la pire récession économique de son histoire d'après-guerre, donc attention à eux, faudra scruter ce qui se passe dans ce pays. On a l'économie de la zone euro qui souffre d'un effondrement sans précédent selon l'indice PMI qui mesure l'activité manufacturière. On a Joseph Stiglitz, prix Nobel d'économie, qui déclare que les États-Unis sont en route pour la deuxième grande dépression. On a le Fonds monétaire international qui voit l'économie mondiale souffrir de sa pire récession depuis la Grande Dépression cette année. Les marchés émergents et les pays à faible revenu comme ceux d'Afrique, d'Amérique latine et d'Asie sont particulièrement exposés pour eux. D'ailleurs, dans un rapport du FMI publié le 15 avril, ils ont dit que le chiffre de 8 000 milliards de dollars était le montant total des mesures de soutien annoncées par les gouvernements du monde. Selon eux, la dette devrait atteindre 130% de la richesse nationale aux États-Unis, 250% au Japon et 115% en France. Avec ce que j'ai dit au début de cette vidéo, vous savez ce que ça signifie pour l'avenir des cours de l'or. Par contre, c'est marrant, le FMI prévoit quand même un rebond en 2021 avec une reprise en V. Donc ça, c'est la fameuse reprise en V qu'on entend parler. Il prévoit une croissance de 4,5% dans les pays des économies avancées, c'est-à-dire grosso modo de l'OCDE. Et enfin, on a le S&P 500 qui pourrait tomber en dessous de 2000 d'ici cet été, et même avec l'aide de la Fed. Ça, c'est une prédiction de l'économiste en chef du cabinet de consulting TS Lombard. Donc pour lui, l'économie américaine chutera probablement à un taux annuel de 20%, environ 20% au deuxième trimestre, et ça continuera de baisser au troisième trimestre. Et enfin, vous avez sûrement entendu parler du pétrole WTI qui est passé en négatif la semaine dernière. Donc c'est peut-être l'occasion de se positionner intelligemment sur le pétrole, pas forcément de manière classique, via un ETF, un ETC ou via Total, comme on sait bien le faire en France, mais plutôt via des acteurs, par exemple russes. Donc là, il y a de bonnes opportunités à saisir, je vais les proposer à ceux qui ont souscrit au portefeuille alternatif dans la semaine. Je rappelle donc que dans le portefeuille alternatif dont j'ai parlé déjà précédemment, il y a un côté gold portfolio, donc avec des minières, des ETF, des ETC, de l'or, de l'argent physique et boursier, mais il y a aussi un autre côté, avec une vision multipolaire, des investissements dans l'axe eurasiatique, d'accord ? Donc avec des obligations chinoises, avec des investissements dans les actions russes, et des choses comme ça. Tout ça pourquoi ? Parce que l'or est à mon avis l'alternative au système financier international. C'est ce que j'ai défendu dans mon e-book Géopolitique de l'or avec des éléments pragmatiques, des éléments d'avenir. La transition du système ou la crise qui va amener un nouveau système va amener l'or au cœur du système financier international. Et les pays qui sont massivement impliqués dans cette alternative du système financier mondial, c'est évidemment la Russie et la Chine. Donc c'est pour ça que je propose des investissements, on va dire multipolaires, dans des actifs sino-russes. C'est tout simplement, à mon avis, des investissements d'avenir, et puis c'est des investissements intéressants qui changent un peu de ce qui est proposé, en général, dans les portefeuilles. Donc en étant original, c'est pas juste pour me démarquer ou pour faire le beau, c'est vraiment des études spécifiques qui sont faites avec des arguments cohérents, et c'est des potentialités d'avenir, et donc des potentialités de rendement. Donc ça, ce sera pour les abonnés au portefeuille alternatif. Sinon, on a également la revue qui est sortie la semaine dernière, donc là, je vous invite chaudement à vous y abonner pour la soutenir. J'y ai fait une analyse actualisée du ratio or-argent. Vous allez tout comprendre pour savoir, ok, qu'est-ce qui se passe sur l'argent ? Ça fait des années qu'on nous dit l'argent va monter. Je fais une analyse de savoir à quoi s'attendre sur le marché de l'argent. D'ailleurs, c'est également un investissement qu'il ne faut absolument pas négliger. Donc là, vous avez une analyse du ratio or-argent. On parle aussi un peu de ce qui se passe sur la production, notamment sur le platine, sur le leadership chinois. Et évidemment, le gros dossier, c'est les conséquences du Covid-19, du coronavirus sur les minières. Donc tout ça, ça accompagne en fait les investissements du portefeuille alternatif. Pour savoir où se positionner, comment se positionner, pourquoi et comment, toutes les réponses sont dans les liens en dessous de la vidéo. Allez, ça ira pour aujourd'hui. Abonnez-vous et à la prochaine.